Salut les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient assez souvent actuellement, c'est l'inflation. Et donc, c'est pour vous montrer finalement en quelques charts des éléments qui sont très importants que vous devez garder en tête par rapport à des choses qui sont entre guillemets des légendes urbaines, mais dans le sens où voilà, tout ce qui a pu fonctionner ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, c'est pas automatique que ça continue à fonctionner pendant 15 ans également. Et donc, c'est là où vous devez réfléchir par rapport aux autres vidéos qu'on a fait précédemment également, de bien comprendre un petit peu cette gestion passive qui est en train d'avoir lieu avec notamment les trackers bien entendu, que la plupart de cette gestion passive se fait via une gestion indicielle, c'est-à-dire on achète des indices, que ces indices-là, il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour bien comprendre si on est réellement diversifié ou pas, que ce soit en termes de zones géographiques, comme on a vu, par exemple, le tracker monde n'est pas vraiment, entre guillemets, un tracker monde, vous êtes largement surpondéré sur les États-Unis, et quand vous êtes largement surpondéré sur les États-Unis, vous êtes aussi bien surpondéré en valeur technologique de par l'effet momentum, puisque plus des actions dont le prix évolue à la hausse, leur capitalisation grossisse, et dans un indice comme le S&P, c'est pas vrai pour le Dow Jones, mais dans un indice comme le S&P ou également comme le Nasdaq, comme le CAC et comme le DAX également, on va pondérer les actions en fonction de leur capitalisation boursière. Ce qui fait que plus une action fonctionne, que ce soit pour des raisons de survalorisation ou pas, peu importe, mais cette action-là va être petit à petit de plus en plus pondérée. Et comme on le sait, les gérants, hein, on a toujours dit il y a 20 ans, il y a 30 ans, qu'un gérant ne se fait pas virer pour avoir acheté IBM, dans l'idée de se dire, c'est en gros vous achetez IBM, en tant que gérant, l'action va perdre 20-30%, vous n'allez pas vous faire virer. Vous achetez par contre une autre boîte qui est inconnue au bataillon, elle va perdre elle aussi 20 ou 30%, là vous allez vous faire virer. Pourquoi? Parce que cette action inconnue, comme les gens ne la connaissent pas, les clients vont râler, vont dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Au gérant, c'est n'importe quoi, pourquoi il a pris cette décision? Par contre, quand vous suivez le momentum, que vous finalement prenez la même décision, que vous faites la même erreur que tous les autres, eh ben, vous pouvez justement vous cacher derrière cette erreur-là et derrière le consensus en disant bon ben ça vous voyez c'était vraiment un très bon dossier mais ça s'est cassé la figure mais personne n'a vu venir et donc on n'est pas les seuls etc donc c'est pas notre faute. Et donc c'est pour ça qu'on dit très souvent que en gros le gérant ne se fera pas virer en ayant acheté IBM et aujourd'hui on pourrait dire il ne se fera pas virer en ayant acheté L'Oréal, LVMH ou ce que vous voulez. Donc ça pour moi c'est le premier élément assez important. Donc il y a cet élément de momentum que vous devez bien comprendre également et la façon dont les choix sont faits et les biais psychologiques qu'il peut y avoir, non seulement pour le particulier et les particuliers que nous sommes, mais également chez les professionnels, hein, pour différentes raisons qui peuvent aller de la simple protection de carrière, bien entendu, à des choix qui sont surtout pour protéger la performance, ne pas essayer d'aller chercher trop de risques et rester dans le consensus justement pour ne pas faire de vagues. Donc au-delà de cela, une fois qu'on a dit ça, vous avez notamment alors, un premier chart qui nous montre sur ce premier chart les flux. Et je vous dis souvent que ce qui est très important, c'est les flux entrants et puis les flux sortants également, puisque les marchés, au-delà d'être des bêtes de valorisation bien entendu et des bêtes psychologiques, c'était des bêtes de flux, c'est-à-dire que plus vous rentrez de l'argent, et bien cet argent-là, il faut l'investir, et en l'investissant, on va faire monter des titres. Alors on va être potentiellement sélectif au premier abord sur un certain nombre de titres, et ensuite on va commencer à aller chercher un peu plus du spéculatif, mais voilà un petit peu les montants qui sont en train de rentrer sur les marchés. Donc il ne faut pas négliger justement lorsqu'on est dans des marchés haussiers et lorsque tout le monde est en train de vous parler de bulles, que tout le monde est en train de vous parler d'euphorie, que tout le monde vous dit c'est la fin, etc. Depuis, ça fait un moment qu'ils le disent, il faut intégrer le fait que tant qu'il y a des nouveaux entrants, tant qu'il y a des flux entrants, ces flux-là vont venir se déverser et font autant de soutien au marché. Par contre, quand la mer se retirera, là, ça sera une autre question. Et donc c'est pour ça, pour moi, c'est très important de regarder justement ces flux. Et ces flux, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ces flux, bien entendu, ils ne vont pas directement sur les actions. La grande majorité de ces flux, ils vont s'investir sur les trackers. Et alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que l'on voit, et très certainement sur 2021, ça va faire la une de tous les journaux,
on voit que de plus en plus, les actifs, donc les flux, et la part des actifs, c'est avant tout une gestion passive, une gestion par tracker. Mais ça, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce que du coup, j'en avais parlé, on a pas mal parlé de nouveaux trackers qui sont des trackers qui sont loin d'être passifs. Si on prend les trackers de Cathie Wood, par exemple, les trackers ARK, c'est des trackers, oui, mais c'est loin d'être passif, c'est une gestion active. Et donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire qu'on est en train, vous le voyez, d'attirer les flux de par de la gestion passive et de la gestion via tracker, qui ont des frais qui ne sont pas élevés, qui sont des paniers de valeur, donc on a l'impression d'être diversifié. Il faut faire attention en premier lieu donc à l'illusion de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du tracker. Et dans un deuxième point également, il y a beaucoup de trackers dorénavant qui deviennent actifs et non plus passifs. Et donc il y a beaucoup de gérants qui ont compris également l'intérêt de transformer aussi leur fonds de placement éventuellement en tracker. Parce qu'à aujourd'hui, ils géraient de manière active leur fonds de placement, mais c'est plus à la mode. Aujourd'hui, il faut avoir, comme ARK par exemple, des trackers, mais que l'on va gérer de manière active. Donc bien entendu, ces gestions actives, il faut faire attention, puisque c'est la même chose. Il faut savoir, est-ce que le portefeuille est diversifié, est-ce qu'il est concentré, quelle est la manière dont le gérant gère le portefeuille, quels sont les flux qui rentrent également dans le fonds. Ça, c'est très important pour comprendre, est-ce que le gérant ne rentrera pas dans une malédiction. Ce dont je vous avais parlé il y a quelques années déjà, c'est qu'au fur et à mesure qu'on gagne de l'argent, il y a de plus en plus de personnes qui veulent investir avec nous, et plus il y a de personnes qui veulent investir avec nous, plus ça nous réduit dans nos choix possibles, on devient trop gros. Et en devenant trop gros, on a potentiellement un risque de liquidité, et on ne peut plus mettre en place la stratégie qui avait fait notre succès, et on commence finalement à retourner la performance globale du marché, parce que plus on est gros, plus on est obligé un petit peu d'aller taper évidemment sur des plus gros titres, et on ne peut pas être aussi sélectif que ce qu'on l'était avant. Et donc c'est ça la malédiction du géant. Mais l'arbre qui cache la forêt, donc, c'est au niveau de ce graphique-là, c'est de bien regarder en 2020, et ça va continuer en 2021, les hausses exponentielles de nouveaux trackers qui sont créés, qui sont des trackers de gestion active. Donc il va falloir faire très attention lorsque vous choisissez vos trackers, etc. Il y en aura qui seront en gestion passive, et donc c'est la gestion indicielle, que ce soit de l'indice boursier national ou que ce soit des indices de secteur d'activité. Et de plus en plus, on va vous proposer des trackers qui sont de gestion active. Donc il va falloir, et évidemment, les pourcentages, alors les frais sont moindres, sont réduits, mais sur les trackers de gestion active, le but évidemment marketing, c'est aussi d'avoir du coup des frais supplémentaires. Donc c'est ça aussi ce qui va être très important, c'est que tout le monde va vous parler que les trackers sont en train de battre les gérants, sont en train de battre justement les investissements classiques dans des SICAV, dans des fonds de gestion. Mais il va falloir rentrer dans le détail de qu'est-ce que sont les trackers aujourd'hui, et de plus en plus deviennent de la gestion active. Et on en revient donc à mon propos qui pour moi est assez important, donc sur l'inflation. C'est de dire, vous regardez ici sur ce chart, vous avez sur la gauche les retours de performance, que ce soit des actions et des obligations également, et vous avez l'inflation, et vous pouvez regarder la performance depuis 120 ans, en effet, et regarder que c'est une performance exceptionnelle. Mais une fois, et donc vous pouvez regarder l'inflation également, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va parler de l'inflation et puis on va se dire oui, l'inflation c'est 1, 2%, 3%, alors on a quelques années en effet où c'est un peu plus compliqué et on rentre dans des inflations à 4, 5, 6%, mais c'est jamais très durable, en tout cas dans l'histoire récente, et on oscille plutôt autour de 2%. Donc comme ça, quand on réfléchit à 2%, 1%, 2%, on se dit c'est pas grand-chose. Mais regardez, ce qui est important de prendre, c'est donc la partie de droite du graphique maintenant, et de bien voir comment votre retour réel, c'est-à-dire moindre l'inflation, est impacté, est amputé par cette inflation-là au fur et à mesure des années. Donc une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on a compris justement du coup l'importance d'aller au-delà de se dire 2% d'inflation, quand on pense année après année, ça n'a pas l'air énorme, mais sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, c'est énorme, et donc ça ne vous donne pas le choix finalement dans votre manière d'aller chercher du rendement et d'aller chercher du risque au final sur du long terme pour essayer
Votre objectif en tant qu'investisseur, c'est pas de battre le marché. Il y a beaucoup de personnes qui veulent battre le marché et qui se mettent beaucoup de pression. C'est pas l'objectif de battre le marché, c'est pas l'objectif de battre le voisin. L'objectif, c'est de battre l'inflation, année après année. C'est ça l'objectif pour conserver son pouvoir d'achat. Et du coup, je vous remets un autre chart où là, c'est le Dow Jones. C'est le Dow Jones donc depuis les années 1900 également. Bon, sur le graphique, vous avez tous les différents éléments, les événements, etc. Mais ce qui m'intéresse surtout sur ce graphique, c'est une fois qu'on a compris que chaque année, l'inflation venait vous grignoter, même une inflation à 2% sur 10 ans, c'est important. Vous regardez les marchés boursiers, vous regardez les marchés actions, et vous allez vous rendre compte que si on regarde les 10 dernières années, tout le monde va vous expliquer que on est capable de gagner 8-9% par an, etc. Si on regarde pas mal de fonds de gestion ou des trackers actifs, ils vont vous expliquer que si on regarde et on backteste un petit peu leur stratégie sur les 10 dernières années, en effet, ils ont été capables de récupérer certainement 12, 13, 14% par an, ce qui est exceptionnel, ce qui est très bien, surtout dans un monde dans lequel on vivait d'une inflation qui est restée entre 1 et 2%. Mais du coup, ce qu'il faut bien relever, c'est est-ce que, c'est toujours pareil, les profits actuels ne présagent pas des profits futurs? Et donc ce qu'il faut se dire, c'est, ok, très bien, mais si vous avez un crack, tout le monde a peur du crack, mais ce n'est pas réellement le crack qui est important. Regardez, pour moi, il y a trois périodes qui sont importantes sur ce graphique. Il y en a une quatrième. Mais au début des années 1900, vous avez un tremblement de terre en 1907, notamment aux US, et vous avez un crack qui est créé. C'était exogène d'ailleurs à l'époque, et on avait commencé, ça avait été l'époque où on avait commencé à déverser pas mal d'argent, ce qui avait pu créer également la frénésie haussière et la productivité, et qui avait également mené aux années 1929 et compagnie. C'est assez intéressant parce que ce choc-là est exogène de la même manière que le Covid est exogène aussi. Mais ce qui m'intéresse en gros, c'est qu'en gros, vous voyez là, pendant 20 ans, le marché sur la partie gauche, pendant 20 ans, le marché n'a rien fait. Alors vous avez eu des zigzags, si vous êtes trader, etc., il y avait de la volatilité, vous pouviez faire pas mal de zigzags. Mais sur 20 ans en investissement passif, par exemple, vous ne gagnez rien. Et puis on le sait, même si vous êtes en investissement actif, la plupart des gens n'arrivent pas à battre le marché. Donc par contre, vous aviez de l'inflation. Et donc, vous allez retrouver ça derrière, vous avez le crack de 1929, et il faut plus de 25 ans pour revenir au niveau de 1929. Puis vous avez les années, c'est là où c'est intéressant, vous avez les années 60-80. Vous avez à peu près 16 ans où le marché également fait du zigzag, mais là vous avez une inflation qui est quand même supérieure, forte. Donc si vous êtes en investissement passif, en fait, vous voyez que vos performances sont assez sinusoïdales. Mais par contre, chaque année, l'inflation vient vous grignoter. Alors, si c'est une inflation à 1 ou 2%, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais comme je vous ai dit, sur 10 ans, c'est beaucoup. Et si c'est une inflation qui est au-delà des 3 à 4%, il suffit de quelques années pour énormément rogner la performance, et il faudra beaucoup d'années de surperformance pour pouvoir récupérer ça. Et même dernièrement, si vous regardez entre les années 2000 et 2010, en gros, le marché également n'a rien fait. Et bon, là, le graphique s'arrête à 2016, mais globalement, on peut se dire aussi qu'après cette crise Covid, etc., on peut très bien rentrer dans un marché qui rentre dans une espèce de sinusoïdale. Pendant combien de temps? On n'en sait rien. Le but, c'est pas de deviner, mais le but, c'est de bien comprendre que pendant cette période-là, il s'est observé l'inflation et c'est surtout battre cette inflation-là. Et si on est dans de l'investissement passif qui éventuellement est surtout surpondéré sur les US qui sont surtout surpondérés sur des valeurs technologiques, eh bien, on peut être, par cet effet momentum, également happé dans des investissements qui ne sont pas si diversifiés que ça, et qui potentiellement donc vont beaucoup moins rapporter que même le marché, potentiellement, et sous-performer le marché, mais même si évidemment c'est le marché, donc même si on a la performance équivalente du marché, il faudra prendre en considération l'inflation. Donc c'est pour ça que je pars du principe que pour moi, l'investissement passif, c'est très bien. Très certainement, on se sent plus à l'aise sur des grosses sommes d'argent pour les investir sur Tracker. Mais je pars du principe que c'est ce que j'avais dit dans une autre vidéo, il faut rester à minima actif. C'est-à-dire on a le droit d'avoir des produits qui sont dits passifs, mais ce qu'il faut, c'est le faire quand même avec une logique d'investissement. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passera demain. Alors,
On nous promet une inflation. Est-ce que cette inflation sera vraiment durable ou est-ce que le monde occident tel que nous le connaissons, c'est-à-dire un monde qui est axé sur la technologie, qui est déflationniste par essence même, un monde également qui a de moins en moins de naissances et qui donc a une démographie qui, on nous le promet depuis 20 ans, on va bien finir par y arriver. En effet, donc là aussi, voilà, on a beaucoup de forces déflationnistes de fond. Mais on a aussi des forces inflationnistes de fond sur les salaires qui sont plus liées aux politiques. On sent bien qu'on est en train de rentrer dans une période aussi qui va être très intéressante, mais sur laquelle on peut avoir, comme je vous ai expliqué souvent, cet effet poupée russe. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir croire que ce qui se déroule là à court terme, dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, c'est automatiquement le scénario qu'il va falloir avoir dans 5 ans et dans 10 ans. Et on risque d'avoir beaucoup de mouvements. Et c'est pour ça que je prône plutôt justement apprendre ce qu'on fait, essayer d'aller chercher, être sélectif, essayer d'aller chercher de la surperformance par rapport à l'inflation et essayer d'être un minima un peu plus actif justement. Parce que sinon, si vous pensez en mode passif et en vous disant c'est tranquille, cette réflexion, elle n'utilise que 10 ans, 10 ans de données passées. Et ce n'est pas suffisant. Vous le voyez, il faut remonter bien en arrière et vous voyez bien que le marché boursier, en effet, est dans des tendances haussières fortes et durables, mais il a aussi des phases de consolidation qui peuvent durer 5 ans, 10 ans, 20 ans potentiellement. Et si vous êtes totalement passif et vous suivez le marché, eh bien vous ne faites pas grand-chose et pendant ce temps-là, l'inflation vient vous rogner votre performance. Donc, ça, je fais cette vidéo-là, c'est pas pour vous dire c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça va se passer, j'en sais absolument rien. C'est encore là toute la passion aussi des événements et de ce qui nous attend et qu'on continuera de décrypter ensemble dans différentes vidéos. Mais là, l'idée, c'est, je pense que c'est important maintenant, post-crise Covid, de sortir un petit peu la tête du guidon et de se poser les bonnes questions par rapport à la gestion de son patrimoine sur les années futures, sans nécessairement choisir à chaque fois une voie ou une autre, mais bien comprendre en fait, au lieu de choisir une voie, parce que si vous vous plantez, de bien comprendre des conséquences. Et donc de bien comprendre un petit peu aujourd'hui sur quoi votre patrimoine est assis, et en termes donc du coup de bien réfléchir que ce que l'on doit faire, ce n'est pas battre le marché au final, c'est battre l'inflation. Ça doit être notre objectif année après année, tout au long de notre vie financière. Je vous retrouve dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et sinon n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes et vos partages. Salut les graphes.